Il est une des figures politiques ici en Belgique, près de 20 ans ministre et 4 ans président de l'Assemblée nationale. Il connaît le Congo parce qu'il s'y est rendu plusieurs fois. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue en direct du plateau Kayakez, où nous parlons de la République démocratique du Congo. Vous le savez, ce pays a célébré il y a peu 66 ans d'indépendance. Où en sommes-nous après le départ des Belges? On tentera de voir un peu plus clair là-dessus. L'actualité politique en RDC reste dominée par ces soubresauts, ces questions et ce débat sur le changement de la Constitution, l'insécurité dans l'Est de la République avec cette guerre, les accords signés entre le Congo, le Rwanda et les États-Unis d'Amérique feront également partie de cette émission. J'ai donc l'honneur et le plaisir de recevoir ce soir pour vous, Monsieur André Flao. Monsieur Flao, bonsoir. Bonsoir. C'est un honneur et un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Grand merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Vous êtes donc le bienvenu. Vous êtes politique ici en Belgique, je l'ai dit au départ de cette émission, une vingtaine d'années pratiquement au ministre, 4 ans président de l'Assemblée ici. Vous connaissez le Congo, qui a des liens très très historiques avec la Belgique. Ça fait 66 ans que le pays a accédé à son indépendance, qui a été célébrée il y a pas longtemps. 66 ans après, on a l'impression que l'héritage laissé par la Belgique, que l'indépendance a été galvaudée. Pour vous, pourquoi le Congo n'a-t-il pas réussi à décoller 66 ans après son indépendance? Écoutez, je vais vous dire une chose. En Belgique, comme au Congo, on voit toujours ce qui ne va pas et on ne met pas l'accent sur ce qui va bien. Et moi, je suis du style d'être un politique qui, effectivement, travaille essentiellement pour faire en sorte que les choses aillent bien. Et je crois que c'est nécessaire aujourd'hui de mettre en évidence les choses qui ont changé, les choses qui continuent à changer, plutôt que en permanence dire ça ne va pas, ça ne change pas, ça n'évolue pas. Vous pensez que le Congo aujourd'hui va mieux que le Congo de 1960 par exemple? Certainement. Écoutez, je suis désolé, mais si vous observez notamment ce qui a été fait ces dernières années en termes d'infrastructures, en termes d'infrastructures, en termes d'éducation gratuite, en termes de santé, etc. Mais on pourra toujours dire, ce n'est pas assez, c'est pas suffisant. D'un autre côté, il y a une autre phrase qui caractérise ce travail politique. On ne sait pas faire tout pour tout le monde, tout de suite et partout. Surtout quand on travaille dans un pays comme un pays qui est le Congo, qui est un pays aussi large qu'un continent et qui effectivement est sujet à beaucoup de visées non désintéressées par rapport à ce qui se passe au Congo. Et donc en clair, moi je dirais que soyons positifs. Soyons positifs parce que si on continue à être pessimiste, si on continue à ne pas vouloir... C'est du pessimisme ou du réalisme, Monsieur Flao? Oh, les deux. Est-ce que le réalisme ne doit-il pas nous amener à se dire que ce pays va mal, ou plutôt c'est du pessimisme? Le réalisme est une chose qui doit être faite sans pessimisme. Le réalisme doit être objectif. Et il faut voir effectivement ce qui ne va pas et ce qui va bien, ce qui évolue et pas. Et aujourd'hui, dans la situation à laquelle on assiste, c'est qu'il y a des gens qui travaillent, des gens qui font avancer les dossiers sur base d'un programme qui a été établi par le président de la République. Et à côté de cela, il y a effectivement un débat qui s'ouvre, mais sur lequel je ne me prononcerai pas, simplement pour constater une chose, c'est que moi, ce que j'attends des responsables politiques, pour pouvoir travailler avec ces responsables politiques, c'est des gens qui ont des projets, c'est des gens qui veulent concrétiser les choses avec une vision à long terme et pas nécessairement des gens qui, parfois, réfléchissent d'abord à eux-mêmes plutôt que réfléchir au peuple pour lequel ils devraient travailler comme tout politique doit travailler pour le peuple. Monsieur André Flao, je suis heureux de vous avoir sur ce plateau. En 1999, vous êtes nommé ministre de la Défense, vous y restez pratiquement 8 ans et vous avez fait plusieurs fois le Congo. Vous avez eu affaire à Laurent-Désiré Kabila, à Joseph Kabila, le père et le fils. Aujourd'hui, le Congo est dirigé par quelqu'un qui connaît la Belgique. Il dit même que la Belgique, c'est sa seconde patrie. Vous dites qu'aujourd'hui, le Congo va mieux. Parlons-en justement. Ça fait 8 ans pratiquement que M. Tshisekedi est au pouvoir. S'il vous demandait de faire un bilan, ou plutôt de faire un gros plan sur sa gouvernance, vous pensez que la conduite des affaires par M. Tshisekedi va plutôt dans la bonne direction? Et je vais vous faire une remarque. La première chose, à un certain moment, quand on rencontrait les gens de la diaspora ici en Belgique, on critiquait
le président Tshisekedi parce qu'on disait il n'est jamais au pays, il est toujours à l'extérieur, etc. Eh bien, figurez-vous que ça, c'est une démarche de proximité et c'est aussi une stratégie qui porte ses fruits aujourd'hui. Parce que finalement, il a effectivement parcouru son pays, l'ensemble, il ne s'est pas limité à rester à Kinshasa ou dans certaines provinces, il a vraiment fait un tour. Il est allé, ce qui est un peu original aussi et tout à fait exceptionnel, après le deuxième mandat, il est allé rencontrer ses voisins, en commençant par le voisin du Rwanda, puis il a rencontré les pays africains, puis il a rencontré les pays européens, puis il a rencontré la Russie, il a rencontré la Chine, il a rencontré les États-Unis. Et croyez-vous que si cela n'avait pas été fait, et s'il avait entendu la critique qui disait oui, il n'est jamais là, etc., il ne s'occupe pas des choses, croyez-vous que s'il n'avait pas fait cela, il n'y aurait pas aujourd'hui une reconnaissance plus grande du Congo sur le plan international que ce n'était le cas auparavant. Et en clair, il y a des effets qui se sont produits. Le siège non permanent au Conseil de sécurité est quand même aujourd'hui occupé par le Congo, un des deux sièges du continent africain. La présidence de l'Assemblée générale des Nations Unies revient au Congo. Tous ces éléments, il y a aujourd'hui, en ce qui concerne le Congo, ce pays est redevenu un interlocuteur par rapport aux autres pays, qu'ils soient européens ou qu'ils soient du continent américain. Et ça, c'est le mérite de Tshisekedi pour vous. C'est clair. Il a développé une politique de présence sur le terrain. Et parfois, on critique, critique aussi. J'ai vu dernièrement un journaliste qui mettait en évidence que c'était quand même anormal que le président du Congo aille, par exemple, pour le championnat du monde, la Coupe du Monde. Bon, il est allé, le Congo c'est bien comporté. Il y est quand même allé en s'absentant dans une très grande réunion africaine sur Ebola. C'est aussi ça la question. Oui. Est-ce qu'entre aller assister à un match de football ou plutôt participer à une réunion au niveau africain sur la question de l'Ebola, vous, André Flao, vous serez à sa place, vous aurez zappé la réunion sur Ebola pour aller assister à un match de football? Je ne suis pas à sa place. Mais désolé, faire une critique de politique par rapport à des images et de participation, à côté de cela, il n'est pas tout seul non plus. Il y a aussi des gens qui travaillent pour mettre en œuvre la lutte contre Ebola. Le Parlement, la Commission européenne, Madame Najalabi, a envoyé des moyens. Non, mais le Congo était quand même absent. C'était au niveau présidentiel. Alors, c'est quand même là, c'est quand même le Congo qui est l'épicentre d'Ebola. Comment le président de ce pays peut-il accepter de s'absenter dans une réunion d'extrême importance comme celle-là pour aller suivre un match de football? Mais il y a pas de logique dans ça. Je suis désolé. Ça, c'est de la politique et c'est de la communication de bas étage. Il faut effectivement avoir les choses de façon globale. Je vous ai dit que mon approche, c'était une approche objective. Effectivement, il y a un problème d'Ebola qui est revenu par rapport avant. Objectivement, il y a eu des contacts qui ont été pris, notamment avec Anvers aussi, etc., indépendamment du déplacement qui a été fait. Et donc, la machine a continué à tourner. Et ça, mais on se fixe sur une image, ok? D'autres présidents, d'autres pays qui sont présents là-bas et qui seront présents peut-être à la finale ou autre, vous croyez qu'on va les critiquer? Ils n'ont pas la guerre chez eux, ils n'ont pas Ebola chez eux. Non, il n'y a pas de guerre chez eux. Ils n'ont pas la guerre chez eux. Les États-Unis. Il n'y a pas Ebola. Non, les États-Unis. Ne comparons pas. Ça ne peut pas être comparé, monsieur le ministre. Non, les États-Unis n'ont déclaré de guerre nulle part. Non, pas aux États-Unis. Sur le sol américain, il n'y a pas de guerre. Sur le sol américain, il n'y a pas d'Ebola. Il y a des guerres partout. Il n'y a pas d'épidémie Ebola, monsieur le ministre. Allez, non, écoutez, moi, je veux bien, tout ce que vous voulez, je veux bien discuter avec vous, comme vous voulez, mais laissez-moi dire ce que je pense. Je vous en prie, allez-y. Et ce que je pense, effectivement, je vois du travail qui est fait, des évolutions qu'ils ont faites et une reconnaissance sur le plan international. Vous me demandez comment analyser les choses. J'ai vu, oui, parce que j'ai côtoyé effectivement beaucoup de personnel politique depuis 1999. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais des contacts et j'ai toujours tenu le même discours à tout le monde. Et c'est clair que je n'ai jamais dit, par exemple, que ce que Kabila avait fait était tout à fait mauvais. Non. La politique, c'est un métier dangereux. La politique, c'est un sacerdoce. La politique, que ça soit au niveau local, que ça soit au niveau international, exige effectivement un travail permanent avec des équipes qui répondent pour effectivement rencontrer les besoins exprimés par le peuple. Est-ce que on ne parle pratiquement pas, ou très peu de la gratuité de l'enseignement? C'est fondamental, la gratuité de l'enseignement. Et ça, on n'en parle pas. On s'acharne à dire, il y a ça qui... La gratuité de l'enseignement, les grandes infrastructures, les aéroports, les universités.
Il n'y a rien qui a été fait. Les aéroports ont été faits au Congo. Vous avez vu les améliorations de Njili quand même. Vous n'êtes plus allé à Njili depuis longtemps, j'ai l'impression. Et vous avez vu qu'il y a des aéroports qui se sont ouverts aussi. Enfin, je crois que il faut vraiment, et ça c'est le boulot des communicants comme vous, rester objectif. Autrement, vous allez perdre votre crédibilité. Monsieur le ministre, autant je vous laisse dire ce que vous voulez, vous avez la liberté. Vous avez intérêt, autrement je ne continue pas. Non, dites ce que vous voulez, autant vous me laisserez aussi poser des questions. Oui. Comme vous avez donc le droit de dire ce que vous voulez. Vous dites que tout a changé au Congo. Je n'ai pas dit que tout a changé. Beaucoup. Des choses ont été faites. Excusez-moi de les dire. Vous dites que il y a des choses qui ont été faites. Mais à côté de ces choses-là, il y a aussi des choses qui ne sont pas faites. On dit par exemple la question sur le droit de l'homme. On sait que depuis que le président Tshisekedi est là, il n'y a qu'à voir le nombre des exilés politiques qu'il y a chez vous ici en Belgique, et la Belgique s'en plaint d'ailleurs. Il y a la question de la corruption et des détournements. C'est toutes les ONG de défense des droits de l'homme et qui planchent sur la question vous disent qu'aujourd'hui on assiste à une grande flambée des questions de la corruption. N'en parlons pas des questions des droits de l'homme, avec des violations graves des droits de l'homme, les arrestations des hommes politiques, les cachots et même clandestins qui sont remplis du monde. Sur le plan économique, vous parlez des aéroports. Je suis très informé sur ce qui se passe au Congo. Peut-être qu'il en a fait sans que je sois au courant. Je vais le concéder. Mais il y a quand même une sorte de fossé qui a été créé sur le plan économique. Lorsqu'il prend le pouvoir, par exemple, il trouve 3 milliards de dettes extérieures. Nous en sommes à 17 milliards de dollars aujourd'hui, alors qu'il n'y a pas de grandes infrastructures. Tout ça, est-ce que vous comprenez aussi qu'il y a des gens qui mettent ça en avant-plan? Pourquoi vous ne parlez pas du FMI qui est revenu vers la Banque centrale du Congo de façon positive? Vous ne dites pas ça? Vous ne dites pas qu'il y a une amélioration qui a été apportée au niveau de la gestion de la Banque centrale du Congo? Non? Pourtant, c'est une réalité. Vous n'énoncez pas non plus le fait que vous croyez vraiment que les investisseurs ne viendraient pas, ne se bousculeraient pas pour être au Congo s'il n'y avait pas une certaine confiance en matière de finances? Je suis étonné. Hein? Non, moi je ne fais que poser de questions. Oui, mais moi je vous réponds. Ah oui, allez-y. Je fais un constat, c'est tout. En fonction de ce qui existait et de ce qui est le cas aujourd'hui, c'est vrai que tout n'a pas changé, que tout n'est pas meilleur dans le meilleur des mondes, mais je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une série de choses qui ont été faites à la fois pour la population et le travail politique. On ne sait pas faire tout de suite pour tout le monde et partout, mais il faut avoir le courage aussi et l'objectivité, y compris chez les opposants. Quand on s'oppose, on doit avoir aussi le courage de dire ce qui a été fait et pas fait. Je n'ai jamais dit que Kabila avait tout faux. Au contraire, j'ai dit qu'on ne devait pas mettre en disant ça a été tout mauvais. Non, c'est un travail de longue haleine. Et le Congo, il a besoin de stabilité. Et le Congo, il a besoin d'une unité de ses acteurs plutôt que de la division de ses acteurs. C'est ça qui se pose aujourd'hui. Parce que finalement, ceux qui veulent effectivement dénigrer le Congo, aujourd'hui, mettent en avant le fait que les gens ne s'entendent pas et que le résultat des gens qui ne s'entendent pas, les choses ne se font pas en ignorant les choses qui se font. Vous savez, je suis d'ailleurs étonné, moi, qu'il n'y ait pas une réaction plus dure par rapport à des commentaires ou des considérations qui sont faites et qui ne reposent pas sur des réalités. Vous avez cité les opposants. J'en ai vu certaines déclarations, notamment dans le rang des katoubistes, etc., contre vous quand on parle du Congo. Hein. Beaucoup disent que la Belgique a fermé les yeux dans ce que M. Tshisekedi fait. Ils disent même que M. Tshisekedi a réussi à avoir un certain nombre de lobbyistes ici. Et en avant-plan, on dit qu'André Flaoué est devenu une sorte des protecteurs de M. Tshisekedi. La plupart d'opposants politiques congolais disent de vous que vous êtes un lobbyiste de M. Tshisekedi. Et entendre ce que vous dites, ils vont se gratter la tête en te disant, on les dit, il faut pas, Flao, c'est un Tshisekediste. Non, aujourd'hui, c'est que chacun dit ce qu'il veut. Et finalement, non, je viens de vous faire la démonstration que j'ai parlé avec tout le monde et je continue à parler avec tout le monde. Et je dis la même chose à tout le monde. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de travailler pour les gens qui font avancer le Congo, qui font en sorte qu'on rencontre les besoins exprimés par la population. J'en ai rien à faire des gens qui sont candidats à droite, à gauche ou n'importe quoi, qui ont été d'un côté ou de l'autre. Ce qui est important et ce qui devrait être compris, c'est que finalement,
il y a un potentiel énorme et qu'on pourrait encore valoriser mieux ce potentiel s'il y avait une mobilisation réelle des différents acteurs qui ont tous des qualités pour faire. Mais bon, aujourd'hui, on ne parle que de ça. Moi, je parle des choses sur le terrain. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le peuple congolais. C'est le fait que il y a des atouts énormes qui sont au Congo en matière d'environnement, en matière de climat, etc. Vous avez le projet du corridor vert qui est là. Vous avez d'autres projets qui sont importants. Et il y a un potentiel énorme. Et je crois que de l'intérieur, certains détruisent l'image du Congo et découragent donc ceux qui veulent venir là-bas. C'est pas ça qu'il faut faire. Est-ce que parler du Congo, monsieur André Flao, ce n'est pas aussi, par exemple, dénoncer le fait que le 12 du mois passé, il y a eu des opposants qui ont été molestés alors qu'ils ne faisaient que manifester? Est-ce que parler du Congo, ce n'est pas aussi dénoncer, par monsieur Tshisekedi, les blocus des Minembwe où des populations civiles ne savent plus bouger? Est-ce que parler du Congo, ce n'est pas tout ça aussi? Est-ce que dire ça, c'est projeter la mauvaise image du Congo? Vous avez entendu, et la réaction a été immédiate dans le chef des autorités congolaises, de faire une commission d'enquête sur ce qui s'était réellement passé à cette manifestation. Et vous avez vu aussi la réaction que nous avons faite à ce moment-là en disant, notamment le ministre des Affaires étrangères belge, qui a dit à un certain moment qu'il prenait acte avec satisfaction de ce que les autorités congolaises allaient ouvrir une enquête pour voir ce qui s'était réellement passé. Des manifestations, il y en a partout. Et il y en a même eu ici en Belgique aussi. Le tout est de savoir, c'est comment réagissent les gens qui veulent manifester. Si à un certain moment, vous avez une assemblée, un parlement, autour du parlement, en Belgique, j'étais président du parlement, comme au Congo, il y a des zones neutres. C'est des zones qui sont immunisées de manifestations. Si, à un certain moment, du côté des manifestants, on refuse d'accepter cette règle de ce qu'il y a une zone neutre, ou qu'on refuse, par exemple, de faire une délégation pour rencontrer les responsables, c'est parfois difficilement contrôlable. Maintenant, on ne couvre pas ni les agissements, ni les uns. Est-ce c'est pourtant que ça mérite cette répression aussi brutale sur le plan militaire, parfois avec des armes non létales et des morts qui ont été constatées? Mais vous avez chaque fois, il faut effectivement examiner sur ce que seront les conclusions de l'enquête. Donc on va pas s'immiscer là-dedans, parce que ça, c'est de l'ingérence, et vous ne m'aurez jamais m'ingérer dans un pays quel qu'il soit. On n'est pas à l'époque d'un néocolonialisme, hein. On est vraiment à l'époque des partenariats à faire réussir pour les populations. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ces personnes ont encore la volonté de dire on va aller là-bas, expliquer ce qu'il faut faire, régler ce qu'il faut faire, etc. Non. Les responsables sont là, ils font une commission d'enquête, c'est leur boulot. C'est pas à nous de faire des enquêtes. C'est pas à nous de faire des commentaires, hein. Les Congolais qui vous écoutent risquent de s'étonner parce que la même Belgique haussait sérieusement la voix à l'époque de Kabila. Moi, je me rappelle par exemple d'un ministre comme Karel de Gucht qui venait au Congo quand il y avait des violations des droits de l'homme, quand il y avait des condamnations. Vous avez vu l'effet de détérioration des rapports entre le Congo et Kabila par rapport aux déclarations de Gucht? Vous avez vu ça? En fait, de Gucht, il a fait reculer toutes les mesures qu'on avait prises dans les gouvernements par son attitude d'ingérence sur ce qui se passait au Congo. Est-ce que on est... Donc vous pensez que la Belgique n'avait pas la bonne attitude avec Kabila? Et elle était injuste quand elle condamnait tout le temps certaines répressions que Kabila faisait, quand elle haussait tout le temps la voix, parce qu'aujourd'hui, elle est devenue à fond, on n'attend pratiquement pas la Belgique. Mais vous, ce n'est pas vrai ça. Ça, ce n'est pas vrai. Le ministre des Affaires étrangères s'est exprimé aussi. Mais il le fait avec modération. J'ai suivi sa déclaration. Heureusement que vous dites avec modération. Vraiment. Mais oui, modération. Mais beaucoup ont dit que c'était tellement terne, c'était. Mais oui, mais qui sommes-nous? Est-ce que nous sommes encore les anciens? Est-ce que nous sommes les coloniaux pour encore aller régler les problèmes au Congo? Non, n'est-ce pas? Le Congo est un pays souverain, hein? Et parce que finalement, on est en train en permanence de dire la Russie a envahi l'Ukraine, c'est scandaleux, etc. Est-ce que c'est à nous à aller régler le problème au Congo? Non. Hein. Et quelque part, je trouve que les attitudes qui sont des attitudes de constat, de réserve, etc., c'est l'attitude qu'il faut adopter. Et il faut avoir une approche
objective et positive des choses. Donc, vous regrettez les prises de position d'alors avec M. De Gucht, par exemple? De Gucht, oui, je ne suis pas le seul à regretter les attitudes qu'il a eues à un certain moment qui ont détérioré certaines relations, ça c'est évident. Mais quelle est la nature de relation que la Belgique a aujourd'hui avec le Congo? Parce que, est-ce que vous pensez que les relations vont mieux qu'à l'époque de Kabila? Ça s'est beaucoup amélioré. Comment définirez-vous les relations que vous entretenez aujourd'hui avec les Congos? Puisque vous connaissez les deux présidents, vous les avez côtoyés, vous avez peut-être travaillé avec eux aussi d'un côté comme de l'autre, mais quelque part, il y a quand même des attitudes différentes. Le président Kabila ne sortait pas du pays. Il restait dans l'intérieur. Il sortait très peu. Et donc, en fait, en revanche, c'est ce que j'ai commencé par dire tout à l'heure, que le président Tshisekedi, lui, il a commencé à remettre le Congo sur la carte du monde. Et avec l'honnêteté de dire, tout n'est pas pour le meilleur, le bien dans le meilleur des mondes, etc., en reconnaissant forces et faiblesses, en faisant apparaître les forces, en faisant apparaître les atouts, etc. En fait, on peut dire que cette présidence-ci, il y a eu une promotion du Congo à l'extérieur, sur la carte de l'Afrique, sur la carte du monde, et aussi de l'Afrique. Vous savez, le problème du Congo, c'est la clé de voûte de l'Afrique. Demain, le Congo disparaît ou éclate, c'est l'Afrique entière qui éclate. Ça intéressera peut-être certaines personnes et certains investisseurs. Mais à côté de cela, il y a eu deux attitudes différentes. Il y a eu une attitude dans le chef du président Kabila de repli du Congo sur lui-même, et de l'autre côté, il y a une volonté de la part de Tshisekedi d'ouvrir le Congo vers l'extérieur. Ça a été fait, et ça se traduit, comme je l'ai dit tout à l'heure, par des aspects concrets sur la scène internationale. Et à côté de cela, c'est à partir de là, en s'appuyant là-dessus, qu'il a peut-être recueilli, je crois même qu'il a même recréé une série de confiance à l'égard de personnes qui veulent investir, à l'égard d'entreprises, à l'égard d'autres chefs d'État. Le Congo, aujourd'hui, joue le rôle qu'il n'aurait jamais dû cesser de jouer sur la scène internationale et sur la scène africaine. Et donc ça, je crois que c'est à mettre en évidence pour mobiliser, pas uniquement pour soutenir le football, mais pour mobiliser le peuple congolais avec fierté pour son pays, en Afrique et dans le monde. Et parfois, on jette comme ça le doute sur, parlons des Jeux de la francophonie. Le nombre de fois qu'on a entendu dire que le Congo serait incapable d'organiser les Jeux de la francophonie, il les a quand même organisés. C'était les pires quand même, le pire jeu de la francophonie. Vous avez toujours un argument pour vous êtes un vrai communicant. Non, je pose des questions, monsieur. Non, vous ne posez pas une question, vous faites une affirmation. Vous faites une affirmation. En quoi est-ce que c'était pire que les autres? Bon, on va rentrer à l'intérieur, il y avait des problèmes. Bon, là n'est pas de problème, mais jusqu'aujourd'hui, il y a des factures qui sont pas payées. Il y a tellement une longue polémique là-dessus, que si on ouvre... Il y a des problèmes partout. La ligne du métro numéro 3, où il n'y a pas de problème. Qu'on arrête finalement de voir toujours ce qui ne va pas chez les autres, et quelquefois un peu aussi de dire que ça ne va pas chez nous, mais nous c'est normal, on va arriver à trouver une solution. De grâce, respectons le travail qui est fait, respectons les peuples dans leurs différences. C'est ça qui, moi, m'énerve le plus, c'est que très souvent, les gens sont très critiques par rapport au Congo, mais ils oublient effectivement ce qui se passe dans leur pays, quelquefois, dans notre pays aussi. Alors, laissons travailler, et si nous avons envie d'être partenaires, aidons à ce que les choses puissent aboutir dans les domaines fondamentaux qui répondent aux besoins de la population. Monsieur Flan, vous avez parlé de Kabila. Vous dites que lui vivait un peu en autarcie, alors qu'ici, le Congo s'ouvre vers l'extérieur. Donc, entre les deux... C'est pas vrai? Si. Oui, c'est votre point de vue. Mais c'est constaté aussi. C'est constaté. Non, mais laissez-moi poser la question. Alors, de votre point de vue, c'est plutôt la bonne méthode qu'adopte le président Tshisekedi. S'il vous était demandé, parce qu'en 99, je l'ai dit, Kabila, le père était là, vous êtes resté comme ministre, vous avez certainement eu affaire avec Kabila, Joseph, vous connaissez Tshisekedi. S'il vous était demandé de comparer les deux en termes de gouvernance, en termes de gestion, en termes économiques, en termes de droits de l'homme, vous pencherez plutôt vers qui? Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même les deux grandes têtes de la politique de notre pays. Je n'ai pas à dire pour qui je pense. Moi, je travaille avec les gens qui travaillent pour le peuple. En termes de gestion, je parle pas des individus, hein. Je travaille avec les gens qui travaillent pour le peuple.
Madame, Monsieur, vous suivez l'émission Contre nous samedi. Je rappelle ce soir que notre invité, c'est Monsieur André Flao, 20 ans pratiquement ministre ici en Belgique, président de l'Assemblée nationale. On fait un peu la lecture de l'actualité politique au pays. Monsieur Flao, l'actualité au Congo, c'est ce débat sur la question du changement de la Constitution. Le président Tshisekedi estime que l'actuel n'est plus en adéquation avec les réalités de la République démocratique du Congo. Vous comprenez ce débat? Est-ce que vous êtes pour que les peuples se prononcent sur ça? Quel est votre avis sur ce débat sur le changement de la Constitution? Je constate une chose aujourd'hui, c'est que beaucoup de choses se focalisent sur cette modification éventuelle de la Constitution. La Constitution, si je comprends bien, elle comporte un grand nombre d'articles qui commencent d'ailleurs en précisant que le Congo est un État laïque, ce qui doit faire peut-être réfléchir les églises. Parce que c'est un État laïque, le Congo. Et ça, le président Kabila le répétait souvent. Que c'était un État laïque. Et donc, à côté de cela, à chacun son rôle. Et la société civile est aussi importante. On constate une chose, c'est que il y a peut-être une volonté de revoir la Constitution et on focalise sur un seul article. Ce qui peut effectivement proposer, créer des débats de crise, etc. aujourd'hui. Mais ne me demandez pas quelle est ma position. Parce que s'il y a une crise politique en Belgique, vous croyez qu'on va demander à Tshisekedi de venir la régler? Mais c'est un débat. Le débat sur... Est-ce que vous pensez qu'il faut changer la constitution du Congo? C'est votre avis. Je n'ai pas d'avis à donner là-dessus. Je constate simplement que on présente ça en disant il faut changer la constitution, en réduisant ça avec une intention en disant c'est pour permettre à Tshisekedi de rester au pouvoir, de bouger l'article 220. Le reste, on n'en parle pas. Or, il y a peut-être l'ANDP. Il faut peut-être un peu stabiliser les gouverneurs dans les provinces. Parce qu'un des problèmes du Congo, c'est parfois l'instabilité au niveau des gouverneurs. Mais pour ça, on n'a pas besoin de changer la Constitution, on peut réviser la Constitution. Le problème, c'est que ceux qui attaquent le changement de la Constitution estiment que la seule volonté pour ces changements, c'est de déverrouiller les articles verrouillés pour permettre au président Tshisekedi d'avoir un troisième mandat. Le problème, il est celui-là. On va pas discuter de ça, parce qu'on peut très bien discuter aujourd'hui de ce qui s'est passé hier à la Chambre des représentants en Belgique, où les personnes ont décidé d'ouvrir l'article 195 de la Constitution pour permettre la révision de certains articles. Et là, croyez-moi, c'est très dangereux pour la Belgique. Unitaire. Non, mais on peut quand même discuter de la sortie des évêques catholiques qui disent qu'ils ne voient ni l'opportunité, ni la nécessité, ni l'urgence. Vous dites qu'ils doivent rester à leur endroit. Mais je crois qu'à l'intérieur même des églises, il y a des divergences, même au niveau de la Senko, il y a des divergences aujourd'hui. Ben, je vais pas me prononcer sur la position des évêques, ni en Belgique, ni ailleurs. Je dis simplement qu'ils ont sans doute un avis à donner, mais leur avis ne doit pas être péremptoire. Comme la société civile, elle doit être écoutée très fort aussi, elle a aussi des idées. Et bon, voilà, il faut écouter tout le monde. Parlons justement de cette constitution. Il y a une coalition qui venait de naître, la coalition 64, qui a organisé la manifestation et qui en a appelé à une autre. Ils ont été invités par le président de l'Union africaine, le Burundais Ndayishimiye. Est-ce que vous donnez une chance à cette rencontre-là? Vous pensez qu'il faut dialoguer, il faut s'ouvrir, les uns et les autres doivent s'ouvrir? Il faut effectivement, toujours quand on fait de la politique, parler et dialoguer, mais à condition que les gens soient d'accord de dialoguer et ne viennent pas avec leur idée préconçue, parce que autrement c'est pas un dialogue, ça c'est purement pour la forme et pour les images. Et l'autre élément, c'est assez étonnant, mais vous n'en parlez pas, mais quels sont les liens de certains avec le Rwanda à côté, le Rwanda qui est condamné sur la place internationale pour le fait qu'il est toujours en guerre malgré tous les accords conclus. C'est difficile, c'est difficile de réviser des textes fondateurs quand il y a encore une partie du pays en guerre. Il y a certains qui sont alliés avec le Rwanda, parmi ceux qui sont invités parmi les opposants. On ouvre ces chapitres-là, si vous voulez qu'on en parle. Allons dans l'Est de la République. Vous savez que le Congo vit une situation dramatique sur le plan humanitaire, avec la guerre qui s'écoule à l'Est de ce pays. Le président Tshisekedi dit que ça fait 30 ans que ça dure. C'est une situation que lui a héritée. Pour vous, qui avez été ministre de la Défense de la Belgique, quelles sont les vraies causes de cette guerre et qu'est-ce qu'il faut finalement faire pour aider le Congo à se sortir enfin de cette situation dans l'Est de son pays? Mais on vient de le dire, il y a eu des accords qui ont été passés, il y a des acteurs internationaux qui sont intervenus,
Mais à partir du moment où, quand des accords sont signés, une des parties ne respecte pas l'accord, ça n'a pas beaucoup de sens. Laquelle qui ne respecte pas? Parce que les deux parties s'entrecusent. Hein. Et oui, mais il y a quand même il y a la communauté internationale. Je sais bien qu'aujourd'hui, la communauté internationale est un peu bousculée et on fait fi effectivement des décisions qui sont prises. Mais finalement, le Rwanda est clairement identifié aujourd'hui comme le responsable. Et ne respecte pas les accords. Vous constatez ça, non? C'est comme ça? Le Rwanda dit qu'une partie des accords a adjoint à M. Tshisekedi de neutraliser les FDLR, ce que lui non plus n'a pas fait. Ça, c'est l'argument du Rwanda. Quand vous voulez battre votre chien, vous trouvez toujours un bâton. Et quand vous avez la mauvaise volonté, ça ne permet pas d'avancer. Donc, vous estimez que la situation aujourd'hui, le vrai responsable, c'est le Rwanda qui joue d'une certaine mauvaise foi? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la communauté internationale. Je ne fais que voir ce que la communauté internationale constate, et même les États-Unis constatent, en disant il faut que ça s'arrête. Ils devraient peut-être avoir la même attitude par rapport à Israël aussi, à l'égard de ce qui se passe. Mais aujourd'hui, vous avez une série d'États comme le Rwanda, comme Israël, et dans une certaine mesure aussi la Russie, qui n'ont plus rien à faire comment vais-je dire, des règles internationales. C'est la base du bon fonctionnement d'une planète. Hein. C'est que les pays qui se sont engagés à un certain moment à respecter un droit international le respectent jusqu'au bout. Et ne considère pas que les trucs qui sont faits sont à déchirer. Non, c'est pas ça. On ne sait pas avancer comme ça. Mais le problème, c'est que c'est le peuple qui souffre depuis 30 ans. Mais si le Rwanda, pour vous, est le responsable, et le Rwanda fait preuve d'une certaine mauvaise foi, est-ce que vous pensez qu'il faut que la communauté internationale, vous appelez la communauté internationale, à être beaucoup plus coercitive contre le Rwanda? Les sanctions des États-Unis, qu'est-ce qu'il faut finalement pour que le Rwanda, qui joue de la mauvaise foi, puisse finalement accepter que la paix revienne dans cette partie? Il faut voir comment les États-Unis vont continuer à travailler pour effectivement faire respecter les accords qu'ils ont patronnés. Parlons justement de ces accords. Je vous ai vu quelque part dire que c'était des très bons accords, alors qu'il y en a beaucoup qui estiment que avec ces accords, la République démocratique du Congo s'est fait dévaliser et que les responsables de ce pays ont vendu le Congo exactement. Vous dites non, c'est des très bons accords. C'est à nouveau, on revient toujours à la même chose. En fait, il y a un accord, vous mettez en avant ce que disent les gens qui considèrent que c'est mauvais. Moi, je pars de l'autre principe, je constate qu'il y a un accord, qu'en principe, les accords, ils doivent être respectés, et que finalement, c'est à l'usage que l'on verra. Mais en fait, ne commençons pas à détruire ce qui a été fait sur base de considérations qui sont des considérations partielles et des suspicions. Peut-être y a-t-il des intérêts, certainement, mais il y en avait d'autres aussi à certains moments. Les Chinois ont été présents, les Russes sont présents, les Libanais sont présents, les Turcs sont présents au Congo. Finalement, il y a eu de la remise d'ordre dans les relations avec ces pays aussi, et il y a des améliorations qui ont été apportées. Donc, quand des ONG comme Auckland estiment que le Congo s'est fait dévaliser avec ces accords, vous dites non, ils voient seulement des mauvais côtés. Ils disent qu'on assiste à une sorte de blanchiment des minerais que le Rwanda prendrait au Congo et qu'il donnerait aux États-Unis. Vous dites non, voyez seulement les bons côtés. Mais non, moi je trouve qu'effectivement, ce qui se trouve sur le territoire du Congo appartient au Congo. Les minerais ne peuvent pas être exploités par le voisin. C'est pas son territoire. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Si on avait, pourquoi pas à un certain moment, fait ce que les Européens ont fait après la Deuxième Guerre mondiale, il y a une communauté économique des pays des Grands Lacs qui aurait pu effectivement organiser l'exploitation des minerais dans cette partie du Congo et faire en sorte que chacun des pays autour puisse bénéficier de cette exploitation, plutôt qu'un seul pays exploite à son profit. Et ça, la volonté il y a une communauté économique des pays des Grands Lacs qui existe, mais elle ne fonctionne pas parce que certains acteurs ne veulent pas que ça fonctionne. Or, c'était peut-être une solution pour pacifier la zone. Parce qu'effectivement, on mettait l'accent sur l'économie. On a bien réconcilié des ennemis de longue date entre la France et l'Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce que ça n'a pas marché au niveau du Congo? C'est qu'il y a la volonté qu'il n'y ait pas. Donc, il ne s'agit pas de la vente du Congo. Ces accords, pour vous, c'est pas de la vente du Congo. Ils sont là. Le Congo doit se réapproprier ce qui lui appartient. Et peut-être après,
revoir s'il n'y a pas une possibilité de coopération régionale ou sous-régionale. Ça doit être possible, à la condition d'avoir des responsables politiques vraiment responsables et qui ont un intérêt pour l'ensemble de la zone et pour l'ensemble des populations et pas des intérêts différents. Puisque vous parlez du Congo qui doit s'approprier de ses propres richesses, il y a aussi un autre débat sur la question de la cartographie minière qu'il y a ici en Belgique. Et les États-Unis mettent la pression pour les récupérer. Je sais que la Belgique est en train de travailler pour sa numérisation. Vous êtes de ceux qui estiment qu'il est hors de question de donner ça aux Américains. Pour vous, ça doit être un bien privé des Congolais qui doivent en faire ce qu'ils veulent. Donc, est-ce que vous venez de me dire que certains disaient que les accords étaient mauvais parce que le Congo a vendu ses richesses aux États-Unis, et dans le même temps, ce qui suit ici, ma réaction, elle est de dire, s'il y a effectivement des cartes du sous-sol qui existent du sol congolais, ça doit revenir au Congo, qui fera ce qu'il veut avec, mais ce n'est pas à la Belgique de vendre les cartes aux États-Unis. Et pourtant, les États-Unis poussent quand même pour en avoir, hein. Les États-Unis. Mais vous ne comprenez pas. Vous êtes assez dur contre Donald Trump. Vous ne comprenez pas ce qu'il fait. Je ne dois pas être le seul dur à l'égard de Donald Trump, mais il n'y en a pas beaucoup qui vous dites même qu'il a des ambassadeurs qui sont comme des mercenaires, qui font n'importe quoi, qui ne respectent pas les règles de relations internationales. Je me borne à constater que certains ambassadeurs des États-Unis ont des comportements qui ne sont pas acceptables quand on est ambassadeur, et ça a aussi été redit par le ministre des Affaires étrangères chez nous. Je suis pas le seul à considérer et avoir le courage de dire que les choses ne vont pas, hein. Mais le Congo est propriétaire de son sol, de son sous-sol. Ou alors, il n'y a plus besoin de frontières, hein. On donne tout à Trump et il règle les affaires du monde. C'est peut-être ce qu'il a envie de faire. Ceci étant dit, les cartes qui sont sur le sol et le sous-sol du Congo appartiennent au Congo. La Belgique peut numériser et donner ça au Congo, mais il n'y a pas à donner ça à un tiers. À quel titre? Les États-Unis ont recolonisé le Congo. Vous avez de la chance que le mouvement n'existe plus, hein. Non, peut-être avec les accords qu'ils ont signés, ils ont besoin de connaître exactement où se trouvent les minerais stratégiques, hein. C'est comme ça qu'ils passent par la Belgique. C'est au Congo à décider s'il les donne ou pas. Ce n'est pas à la Belgique de les céder. C'est ça la réaction. Le Congo est propriétaire depuis son indépendance, on a commencé par là, depuis son indépendance, le Congo est propriétaire de son sous-sol, de son sol, etc. C'est vrai que c'est très convoité, hein. On parle beaucoup de toute une série de grands projets internationaux utiles pour la planète, etc., puisque on se rend enfin compte de ce que le bassin du Congo, comme le bassin de l'Amazone, sont les poumons de la planète. Et ça, le président Tshisekedi, lui aussi, l'a mis en évidence, et c'est à l'ordre du jour, comme d'ailleurs le bassin de l'Amazone. On se rend compte aujourd'hui, au nord, que nous sommes les anciens coloniaux, que nous sommes, et les Américains qui voudraient bien refaire des colonies, comme les Français qui refusent de quitter les leurs. On se rend compte que l'avenir de la planète, il se trouve au sud de la planète. Non seulement par les richesses du sol, mais aussi du sous-sol, à valoriser, mais aussi par la jeunesse de sa population. Nous sommes une population qui est en train de vieillir. Nous sommes bêtement en train de fermer les frontières pour la migration. Et on ne se rend pas compte que finalement, si demain on continue dans cette voie-là, on va avoir des problèmes de main-d'œuvre en toute une série de secteurs. Et je suis fier, moi, d'avoir participé à un gouvernement de Verhofstadt, le premier gouvernement Verhofstadt avec les libéraux en Belgique et les écologistes, qui a procédé à une formule de régularisation en 2000. On nous disait, vous êtes fous, vous ne pouvez pas régulariser, etc. Si, on a régularisé. Et tout ça s'est très bien passé. Tout est dans tout, en fait. Tout se base sur le respect des autres, le respect des droits, des propriétés des autres, et aussi sur la confiance qui doit s'installer et la bonne volonté et le respect des accords. Et avoir l'analyse objective aussi de parler de ce qui va bien, même si à côté on dit il y a aussi des choses qui ne vont pas bien et qui devraient être revues. Le monde ne s'est pas fait en un jour. Et vous dites aujourd'hui, l'avenir de l'Europe, il faut regarder l'Afrique. J'ai lu quelque part que vous l'avez dit, hein. Et vous regrettez par exemple qu'aujourd'hui, ceux qui l'ont pas compris perdent des pays comme le Niger, comme le Mali, comme le Burkina Faso. Oui, parce que finalement,
certains pays européens ont continué à considérer qu'ils pouvaient maintenir les pays africains et même en d'autres endroits du monde. Hein, parce on peut parler de Cuba, on peut parler du Venezuela, on peut parler dans d'autres les pays africains. Effectivement, moi je salue les pays qui se réclament leur souveraineté. On ne peut plus évoluer dans un monde où il y a des dominants et des dominés, des colons et des colonisés et des colonisateurs. Non, il faut changer. Il faut changer, mais il faut oser le dire. Et il faut oser mettre tout en œuvre pour soutenir celles et ceux qui travaillent dans les différents pays pour faire progresser leur pays, tout en étant conscient que rien n'est jamais parfait, mais en étant conscient aussi que une mobilisation des peuples est indispensable pour se défendre aussi vers l'extérieur. Osons le dire alors. Au moment où nous faisons cette émission, s'est ouvert hier les obsèques importantissimes de l'ayatollah en Iran, qui est décédé avec les bombardements des États-Unis d'Amérique et d'Israël. Puisqu'on doit oser le dire, ça ne doit plus se reproduire. Vous êtes contre ça? Mais je dirais simplement que c'est les bombardements des États-Unis sous la dictée d'Israël. Parce que c'est Israël qui a effectivement envoyé Trump dans un piège, hein. Et Trump a cru que, parce que il était des États-Unis, parce qu'il avait beaucoup d'avions, etc., qu'il allait pouvoir détruire une civilisation. Enfin, ça ne se passe pas comme ça. Il y a une méconnaissance de l'histoire. On a eu le Koweït, il y a eu l'Irak, il y a eu l'Afghanistan, et avant ça, il y a aussi le Vietnam. À chaque fois, on partait en guerre en disant deux semaines, 3 semaines, c'est réglé, etc., on n'en parle plus. Non. Il y a des enlisements, on le constate encore aujourd'hui. Il y a des accords qui sont en train d'être négociés. Il y a Israël qui continue à bombarder le Liban malgré tous les accords internationaux. C'est complètement surréaliste. En 2006, on a aidé le Liban aussi à se reconstruire au sud. Et comme ça, parce que finalement, il était écrit dans un texte biblique que c'est le grand Israël qui doit avoir le jour, on détruit tout. Des hommes, des femmes, des cultures, une culture, des richesses. C'est pas possible, ça. Le monde est en train de devenir fou, quelque part. Et là, il faut maintenant, parce que l'Europe est en train de ne plus exister. Il y a les menaces qui ont été faites par Vance à Munich, en disant on va réduire notre présence. Vous savez, quand on a décidé qu'on ne participait pas à la guerre en Irak. En 2004, je me rappelle, vous, avec Jacques Chirac, la Belgique, le Luxembourg et d'autres partis, vous avez refusé. Et les gens s'étaient opposés à vous à cette époque-là. À ce moment-là, on a été traités de tous les noms. On a été dit des irresponsables, etc. On a été menacés par les États-Unis. On a dit qu'on allait retirer le siège de l'OTAN. C'était un mensonge. C'était un mensonge. J'avais moi-même signé les accords pour la construction du nouveau siège de l'OTAN à Bruxelles. Et on a aussi vécu la période des mensonges, des petites fioles avec de la poudre blanche, des informations que Colin Powell avait inventées. Alors, de grâce, ne retombons pas ou ne continuons pas à tomber dans cette politique du mensonge par rapport à tous les conflits qui se passent à l'extérieur. Donc pour vous, il faut une sorte de mobilisation, un peu comme c'était en 2004, pour dire non à ce que les États-Unis font avec Israël. Ben oui, ce sera à tout le moins, mais on n'ose pas. On n'ose pas parce qu'on culpabilise toujours. On culpabilise. Moi, très honnêtement, ce n'est pas parce que vous critiquez le gouvernement d'Israël, Monsieur Netanyahou et ses ministres fascistes qui sont autour de loi, que vous êtes antisémite. Quand j'étais ministre en responsabilité pour les vétérans, je l'ai été pendant pratiquement 12 ans, j'ai fait énormément pour la communauté juive de ce pays. Énormément. Il y a même une rente qui porte mon nom pour ces gens qui ont souffert, etc. Moi, vous savez, les camps de concentration, les génocides, c'est intolérable, c'est insupportable. Mais on ne peut pas non plus dire vous ne pouvez pas critiquer la politique d'Israël, vous ne pouvez pas parce que si vous critiquez, vous faites de l'antisémitisme. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi je respecte toutes les religions, toutes les convictions politiques, toutes les convictions philosophiques. Je les respecte. Je sais une chose, c'est qu'il n'y a aucune religion qui donne l'ordre de tuer. Aucune. Mais quelque part ici, sous couvert de religion, on bombarde, etc. Non. Il faut arrêter ce genre de choses et faire en sorte que
le droit soit respecté et que l'on revienne à une forme de raison. Vous voyez les dégâts que ça fait partout, c'est les populations qui souffrent, ça souffre à l'est du Congo, ça souffre au Soudan, ça souffre à Gaza, c'est terrible ce qui se passe à Gaza, ça souffre au Liban, ça souffre en Ukraine, ça souffre... Et on ne dit rien, ou on réagit très peu. Au niveau européen, on est un peu en backseat, on craint d'être puni par les États-Unis, qui rappellent sans cesse qu'ils sont venus sauver la paix en Allemagne, à la Deuxième Guerre mondiale. Non, je crois vraiment qu'il y a du travail à faire et il faut travailler avec ceux qui veulent travailler à la paix. On tend petit à petit vers la fin. Monsieur André Flao, on sent également que le monde devient de plus en plus instable. Parce que je voulais quand même qu'on parle un peu de monde. Avec la guerre en Ukraine, on a l'impression que la guerre est de nouveau au niveau des portes de l'Europe. Il y a des pays qui sont en train de multiplier les budgets d'armement, etc. Vous dites que la gestion actuelle des finances en termes de réapprovisionnement militaire en Belgique n'est pas bonne et ça crée une sorte de polémique avec un de vos successeurs. J'ai lu ici que il disait que il est en train de réparer ce que vous avez saccagé. Est-ce que vous pensez que il oublie une chose, il oublie une chose, c'est que après moi, il y a eu deux personnes qui sont issues de la Flandre, Monsieur De Crème et Monsieur Van de Putte, qui sont de son propre parti. Et donc, en fait, moi, j'ai quitté le département en 2008, donc quelque part. Donc, quand Théo Franken dit que vous avez saccagé et qu'il est en train de reconstruire ce que vous avez saccagé. Non, je lui réponds. J'avais simplement une autre philosophie de la défense que la sienne, et heureusement d'ailleurs. Moi, j'étais pour une défense qui donnait la priorité à la paix et à la solidarité internationale. Lui, c'est un va-t-en-guerre. Mais c'est possible aujourd'hui, dans le contexte actuel, de croire qu'avec la volonté, est-ce qu'il ne faut pas que les gens achètent, il ne faut pas que la Belgique s'arme dans l'éventualité d'une guerre qui... Au détriment de quoi? Au détriment des dépenses sociales, au détriment de la santé, au détriment de l'emploi. On est en train aujourd'hui de se réjouir parce que finalement les entreprises fonctionnent bien. À l'époque où moi j'étais aussi, on a acheté des armes aux entreprises qui étaient situées en Wallonie. Mais là, à ce moment-là, j'étais critiqué parce qu'on disait que j'achetais parce que c'était en Wallonie. Aujourd'hui, c'est très bien. Ce qu'on oublie de dire, c'est que les entreprises ont dû ouvrir des sièges en Flandre. L'autre élément, ce que je condamne, moi, c'est la totale incapacité, et ça dure depuis longtemps, en Europe d'avoir une défense européenne. On s'est battu pour ça à un certain moment. On s'est battu et on n'y est pas arrivé avec Solana, avec Xavier Solana. On n'y est pas arrivé parce que l'OTAN ne supportait pas cette montée en puissance d'une volonté de certains pays donc vous voulez de créer une défense européenne, c'est-à-dire de nous permettre... Ça serait pas une rivalité avec l'OTAN d'une certaine manière? Non, justement, c'était une politique européenne qui visait à faire en sorte que l'on ne dépense pas plus, mais que l'on dépense mieux en mutualisant les dépenses. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que, à nouveau, l'Allemagne et la France ne s'entendent pas pour les avions de chasse. C'est les Américains qui en donnent. Les Suédois n'ont pas marché. Le matériel terrestre, ça pose un problème aussi. Résultat des courses, tout le monde achète. Tout le monde achète beaucoup. Et vous verrez qu'à un certain moment, il y a beaucoup de choses qui vont terminer dans les hangars sans être utilisées, ou tout simplement, ils seront donnés à droite ou à gauche, ce qui s'est déjà passé à un certain moment. Et donc, c'est ça, la véritable préoccupation. Et puis alors, il y a aussi une idée à détruire. Un mensonge, à nouveau. Quand on dit que la Russie est venue aux portes de l'OTAN, c'est mauvais, c'est pas vrai. C'est l'inverse qui s'est produit. Quand je suis devenu ministre de la Défense, fin des années 99, en 99, on avait la présidence européenne en 2000. Et avec cette présidence européenne en 2000, j'avais fait le tour de tous les pays candidats. L'Europe est candidat à l'OTAN. Et je posais chaque fois la question à ces pays qui ont intégré l'OTAN et l'Europe après un moment. Eh bien, je posais la question, quelle était leur priorité? Et la priorité, la réponse était NATO, NATO, NATO. Et je leur disais, mais vous vous rendez compte que si c'est l'OTAN, vous allez devoir augmenter vos dépenses militaires pour venir au niveau... La réponse était non, c'est pas un problème. En fait, ils spéculaient sur le fait que les États-Unis allaient les équiper pour faire une barrière à la frontière avec la Russie. Et à côté de cela, il y avait une spéculation en disant, deuxième priorité, l'Europe, on va émerger au fonds européen pour reconstruire certaines choses chez nous. C'est ce qui s'est passé avec les pays puisque les moyens ont été donnés. Et donc, il faut qu'on arrête de dire que la Russie est venue au port de l'OTAN. Il faut dire, c'est la vérité, que c'est l'OTAN qui est allée au port de l'OTAN. Donc le provocateur, c'est l'OTAN, c'est pas les Russes. C'est pas eux. C'est pas une question de provocation, c'est une question d'obsession totale de ce qu'il y a
un bon et un mauvais, un cow-boy et un indien, et que le russe est un ennemi par nature. Le russe n'est pas un ennemi pour vous, hein. Il faut pas les considérer comme le diable. Ben, C'est pas les diables. Non, Vladimir Poutine, c'est pas un diable pour je vous ne comme parle on les pas de présente. Vladimir Poutine. Parlons de la Russie, en gros. Je dis la Russie, le peuple russe et sur le continent européen aussi. Il y avait des accords qui avaient été passés, les accords de Minsk qui avaient été passés pour permettre finalement d'établir des relations avec la Russie, qui auraient été bénéfiques aux deux parties, auraient peut-être évité certains conflits. Les accords n'ont pas été respectés. Un autre exemple, la Turquie. La Turquie est membre de l'OTAN, c'est la deuxième puissance au sein de l'OTAN, mais la Turquie n'a pas encore accès à l'Europe. Pourquoi? Parce que la Turquie est musulmane. Alors il y a toujours... Vous trouvez que c'est une injustice, ça, hein? Ben, écoutez, quand on a besoin de la Turquie au niveau de l'OTAN pour la sécurité, on Nicolas fait appel. Sarkozy parlait d'une question des cultures aussi. La Turquie a une culture qui n'est pas encore assez européenne, elle n'est pas totalement ancrée. Oui, mais d'accord, et ça, c'est la position de Sarkozy, on voit ce que ça a donné. Mais à côté de ça, c'est à nouveau, qui sommes-nous, nous, pour imposer des modèles aux autres? Est-ce que finalement, vous parliez de la liberté d'expression là tout à l'heure, etc. Est-ce que la liberté de religion n'est pas une nécessité pour que le monde vive en paix? Est-ce que ce n'est pas là une raison finalement de mieux comprendre les autres dans leurs différences, d'établir des dialogues qui passent par-delà les clichés qui existent aujourd'hui? On fait pas ça. Aujourd'hui, mais attention, quand il s'agit d'aller chercher des gens au Maroc ou en Italie, etc., pour venir sauver des industries, nos industries, ça, ils sont bons. Hein. Et donc, c'est pas possible. On ne peut pas, nous, Européens, on ne peut pas, nous, Belges, continuer à considérer que les États-Unis et les autres sont les meilleurs du monde parce qu'on est blanc de peau. Hein. Non. Il faut effectivement être des citoyens du monde et travailler comme citoyens du monde. Il faut oser à la contre-courant et le dire. Et je sais, moi je le dis, je le répète, je sais bien que ce n'est pas apprécié, mais peu importe. Parce que je crois que là, je crois que la vérité, elle est là, c'est-à-dire que il faut que les gens se comprennent entre eux, dialoguent entre eux, et ça évitera certaines guerres. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez proposé à un moment donné l'apprentissage de l'arabe dans les écoles ici. Eh bien, figurez-vous. Et vous avez dit, si j'avais dit que c'était les Chinois, on n'allait pas me créer des problèmes, hein. Oui, mais vous avez autre chose. Vous avez entendu que Macron dit la même chose. Vous n'avez pas entendu ça? Ça, si. Macron le dit aussi. Bien après vous, hein. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais quand tu as dit ça, à un certain moment, tu as été critiqué dans toutes les langues, on t'a considéré comme... Et maintenant, le président sortant français, est en train de dire, il faudrait... C'est une réalité. Respecter l'autre, ses différences, sa couleur, sa culture, sa religion. À ce moment-là, on peut travailler, on peut construire. Et c'est valable aussi bien en Europe, en Belgique qu'au Congo. On va terminer avec cette question, parce que vous parlez des portes qu'on ferme. Il y a quand même la ministre de la Belgique de l'immigration ici qui est allée au Congo, s'est plaindre qu'il y en a plein, les Congolais qui viennent, qui veulent avoir des papiers ici. Il est hors des questions, etc. Vous pensez que c'était une erreur de communication, d'approche? Mais je connais bien la ministre Van Bossuyt. Elle participait régulièrement avec moi aux réunions. On faisait le débriefing des réunions européennes où le Premier ministre devait expliquer quand c'était Monsieur De Croo. Elle a été députée européenne, mais elle est inscrite dans un modèle qui est le modèle voulu par la droite flamande, nationaliste flamande, et qui correspond aussi à l'expression que l'on constate dans un grand nombre de pays européens aujourd'hui, où on considère que celui qui vient d'ailleurs est mauvais. Et il faut le rechasser. Il prend nos places, il prend nos emplois, il prend ceci, il fait là. Il s'enrichit sur notre compte. C'est aussi, ce sont des caricatures, parce que j'en discutais dernièrement avec Louis Michel. On a été dans le gouvernement, on a régularisé, comme Sanchez l'a fait récemment. Demain, on continue dans la politique voulue par l'Europe. Je sais pas si les types mesurent bien ça, mais vous allez avoir un vieillissement de notre population. Vous allez avoir la disparition d'une série de gens qui se trouvent en de très nombreux endroits, que ce soit dans les services publics, dans les hôpitaux, etc. Faites l'expérience, allez dans un hôpital, je vous souhaite, allez comme visiteur, hein, ne pas comme mais faites l'expérience et vous verrez le nombre de personnes de nationalité étrangère qui sont là, qui font correctement leur métier et pleinement, qui remplissent des tâches qu'on ne remplit plus. Donc, voir les gens qui viennent d'ailleurs
qui sont de convictions politiques, philosophiques ou autres, de couleurs différentes comme un danger, je trouve que là aussi, c'est contraire à toute humanité que nous devons avoir. C'est contraire à toute solidarité. Parce qu'alors, il faut aussi, si on ferme la porte d'un côté, on risque de fermer la porte de l'autre, qui va en souffrir? Les populations. Or, nous sommes là, comme politique, enfin, je suis toujours comme ça que j'ai été, comme politique, on est là pour servir la population et être utile à la population et répondre aux besoins de cette population. André Flao, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Madame, Messieurs, cette émission est terminée. Je rappelle ce soir que notre invité, c'était Monsieur André Flao. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour un autre numéro de cette émission. Grand merci à vous de nous avoir suivis et à la prochaine. Bonsoir chez vous.